Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Normandie pour votre émission La Voie est libre. Quel train pour la Normandie demain? La question a fait la une de l'actualité cette semaine avec la remise de ce rapport Duron sur l'avenir des trains d'équilibre du territoire, les TET. On reçoit pour en parler justement l'auteur de ce rapport, Philippe Duron. Bonjour. Vous débattrez dans un instant avec Audrey Campin, secrétaire de l'Union des usagers du Paris-Caen-Cherbourg. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Chonu nous accompagne également. Bonjour Chonu. Bonjour Franck, écoutez, moi je vous ai dessiné l'image traditionnelle, les vaches qui regardent passer le train. Eh bien, dans quelques temps, sur certaines lignes, eh bien, ce seront les vieilles motrices qui regarderont passer les vaches. On n'arrête pas le progrès. En est-on arrivé là, justement? Quelle liaison ferroviaire pour la Normandie? Demain, va-t-on supprimer des trains? Comment améliorer la qualité du service? Retour sur la remise de votre rapport, Philippe Duron. C'était mardi dernier au secrétariat d'État au transport à Paris. Après 6 mois de travail, Philippe Duron remet un rapport de 100 pages au secrétaire d'État au transport. Dans ce document, toutes les lignes intercités ont été passées au crible et le constat est accablant. La qualité de l'offre s'est continuellement dégradée pendant les 2 dernières décennies du fait de la dégradation de l'infrastructure, insuffisamment entretenue et aujourd'hui impactée par des travaux de régénération considérables, mais aussi du fait du vieillissement du matériel roulant qui n'a pas été renouvelé et qui aujourd'hui approche de 40 ans. Renforcer la qualité, la ponctualité, le confort des trains et réduire en contrepartie le nombre de lignes intercitées. 5 lignes nationales sont dans le collimateur du rapport Duron, dont l'emblématique Caen Le Mans-Tours, trop chère, trop vieillissante. Philippe Duron propose de la transférer aux 3 régions traversées. Des cars moins onéreux seraient également mis en place à l'extrémité des lignes peu fréquentées, comme par exemple Évreux-Serquigny. Philippe Duron propose en revanche de renforcer les lignes à fort potentiel. Il préconise de passer de 13 à 17 allers-retours quotidiens sur le Paris-Caen. A l'inverse, des lignes comme Caen-Cherbourg et Paris-Granville perdraient un train par jour. Ça peut limiter les personnes qui vont venir s'installer, qui vont venir travailler. Ça peut être une perte de chance pour trouver un emploi, pour quel que soit l'âge ou quelle que soit la personne concernée. Voilà, ça a un impact et nous, ça nous inquiète. Le gouvernement doit rendre ses premiers arbitrages d'ici fin juin, mais Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport, a déjà déclaré qu'on ne pouvait pas laisser des lignes intercités qui accusent près de 400 millions d'euros de déficit. Voilà, près de 400 millions d'euros de déficit pour ces lignes intercitées. Il y en a 30 en France, 22 de jour et 8 de nuit, et 5 se trouvent en Normandie. On les découvre justement Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Granville, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Évreux-Serquigny, on en parlait il y a quelques instants, et Caen-Le Mans-Tours, cette dernière dont on parle beaucoup, car vous avez préconisé, Philippe Duron, non pas de la supprimer, mais de la transférer. Transférer la clientèle aux trains express régionaux. Alors vous dites justement que certaines de ces lignes Corail Intercités sont vieillissantes, pas confortables, qu'elles accumulent les retards et que si on ne fait rien, on va dans le mur. Je ne dirais pas qu'elles ne sont pas confortables. Les voitures Corail étaient des très belles voitures qui sont apparues au début des années 70, qui ont marqué un vrai progrès dans la qualité des trains. Mais 40 ans plus tard, malgré les rénovations, et ici en Normandie, il y a 10 ans, avec Anne-Marie Hydrac, j'avais signé un accord de rénovation des voitures Corail bas-normandes, elles sont bien, mais on en parlait tout à l'heure avec Audrey, l'eau ne fonctionne plus dans les toilettes très souvent, la lumière n'est pas toujours là, on ne peut pas fermer une porte. Les signes du vieillissement. Il est urgent de remplacer ces trains et surtout c'est les locomotives. Les locomotives ont souvent beaucoup de difficultés. Hier matin, à Saint-Lazare, j'ai attendu le départ du train de midi 10, 40 minutes, parce que la locomotive tardait à venir depuis le technocentre qui assure l'entretien de ces trains. Donc on est là dans une nécessité de moderniser qui est très urgente parce que à partir de 2018, eh bien, il faudra commencer à retirer ces matériels de la circulation. Ils auront atteint la limite d'âge. Alors Audrey Campin, vous êtes, je le disais, secrétaire de l'Union des usagers du Paris-Caen-Cherbourg. Quand Philippe Duron dit dans son rapport ces lignes intercités sont bien vieillissantes, déficitaires, elles ont besoin d'être mises à plat. On a vu justement les 5 lignes qui nous concernaient dans notre région, la Grande Normandie. Est-ce que vous êtes d'accord avec son diagnostic déjà, vous qui prenez le train?
Tous les matins, hein, tous les jours. Tous les jours. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Les trains sont vieillissants, mais bon, on était au courant depuis le début que les trains allaient vieillir, donc il aurait dû y avoir quelque chose de mis en place dès le départ pour entretenir ces rames dans la durée et pas en arriver à quelque chose comme actuellement où on n'a pas d'eau, comme disait Monsieur Duron, dans les toilettes. L'entretien n'est pas fait, donc on se retrouve avec des papiers qui traînent sur les sièges. L'hiver, il n'y a pas de chauffage. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez raison de le dire. Il y a longtemps qu'on aurait dû faire. Il y a longtemps que la SNCF et l'État sont alertés sur ce sujet. Il y a un premier rapport qui a été fait par un ancien préfet en 1995 qui déjà dit il faut préciser ce que sont ces trains intercités. On n'est pas dans la bonne définition. Il dit un train intercité, c'est un train qui doit emmener, si c'est une automotrice, 90 personnes de bout en bout et 220 personnes si c'est un train tracté, de bout en bout. Et puis, il fait d'autres recommandations. Et puis, en 2010, quand Mme Kosciusko-Morizet a lancé les états généraux du ferroviaire, j'avais, dans ma première introduction liminaire, dit il faut penser à ces trains intercités, à ces TET, qui sont le maillon faible entre deux transports d'excellence que sont le TGV et le TER. Alors, il est temps d'agir. Il faut préciser que ça n'est qu'un rapport. Ça n'est qu'un rapport. Ce ne sont pas des décisions. Oui. Le gouvernement doit rendre ses premiers arbitrages avant la fin du mois de juin. Et je vous propose d'écouter justement Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport. Et il va dans votre sens. D'abord, je constate que les propositions s'inscrivent dans une logique de redynamisation de l'offre ferroviaire des TET en les recentrant sur son champ de pertinence. Elles visent une amélioration de la qualité du service proposé, ponctualité, fréquence, confort, pour valoriser pleinement les avantages du ferroviaire. La vitesse n'est plus la première priorité des voyageurs, comme l'attestent les contributions du grand public. Voilà, il y a eu 6000 questionnaires. 6300 personnes ont répondu à un questionnaire que nous avons lancé avec l'aide de la commission du débat public sur Internet. Et effectivement, les gens nous disent qu'aujourd'hui... Ils veulent plus de TGV parce que ça a été un des grands débats, notamment quand vous étiez que j'ai évoqué président dans mon rapport de région. Mobilité 21. Puis dans Mobilité 21, on avait dit que le modèle du TGV était aujourd'hui arrivé à ses limites et qu'on ne pouvait plus construire de nouvelles lignes TGV parce que l'investissement était trop lourd, mais surtout le modèle économique n'était plus pertinent sur des villes de moindre importance. Donc il n'y aura jamais de TGV sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Je n'ai jamais cru à ça. Pourtant, ça alimentait les discussions et le débat pendant très longtemps. Mais parce que les Français ont rêvé partout du TGV. Parce que la loi Pasqua avait dit qu'il y aurait des gares TGV à moins d'une heure de tous les territoires. Parce que le Grenelle de l'environnement, dans le Grenelle de l'environnement, il y avait 10 projets de lignes TGV nouvelles, notamment Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Limoges, Bordeaux-Hendaye. Et on s'aperçoit aujourd'hui que Tours-Bordeaux, dès l'année prochaine, dès sa mise en circulation, perdra 200 millions d'euros par an. Audrey Campin, justement, si je vous posais la question de savoir à choisir entre des trains plus confortables, plus ponctuels et un train à grande vitesse entre Paris et Caen, vous qui travaillez à Paris, qui prenez le train tous les matins à 7h, je crois, ou à 18h, tous les jours. C'est courageux. Est-ce que vous ne choisiriez pas, quelque part, un train plus rapide, moins confortable ? Le confort est vraiment essentiel. On a 2 heures de transport, donc le confort est vraiment quelque chose d'essentiel. Et de toute façon, la question ne se pose pas, puisqu'il faudrait refaire toute la gare Saint-Lazare pour accueillir un TGV. Donc il n'y aura jamais de TGV sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Alors, on va renforcer... Si vous le permettez, Franck Beignet, dans le projet LNPN, il est prévu il est prévu qu'on puisse passer au-delà de 200 à l'heure. Et nous, dans notre rapport, nous recommandons pour la plupart des TET d'avenir, des trains qui n'aillent pas à 160 mais à 200 et sur 4 lignes qui aillent plus vite. Mais qui va payer ces trains justement? Parce que vous avez estimé lors de cette conférence de presse le mardi dernier que le coût pour le changement du matériel est estimé entre 1,5 milliard et 3 milliards d'euros. Ben, sachez d'abord que l'État a commencé à remplacer ce qu'on appelle les TET thermiques. Sur Paris, Amiens-Boulogne, par exemple, sur Bordeaux, Nantes. Et ici, 500 millions d'euros ont été mis en place
pour les remplacer. 510 millions pour être exact. Et cette année, la FIT que je préside a déjà payé 100 millions. Alors, c'est l'association pour les infrastructures du territoire. De transport de France. Voilà. Les premiers trains arriveront en 2017. Il faut maintenant passer une deuxième commande. Cette deuxième commande, elle sera vraisemblablement d'1,5 milliard. Et ici, il faut que ce soit l'agence de financement qui paye. Alors, on a les moyens. Elle a besoin de recettes nouvelles. On a compensé cette année la disparition de l'écotaxe poids lourd par une petite surtaxe sur le gasoil qui permet d'avoir des recettes suffisantes. Il faudra sûrement faire un petit peu mieux, mais ça peut être ça, ou ça peut être une autre façon de porter, de trouver un tiers financeur, comme ça existe dans de nombreux pays. Alors, parmi les préconisations justement de mardi dernier, vous dites qu'il faut renforcer le Paris-Caen, passant de 13 à 17 allers-retours par jour. En revanche, on va enlever un train par jour sur le Caen-Cherbourg et sur le Paris-Granville. Un aller-retour au moins donc, sur ces tronçons-là. Audrey Campin, simplement, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites ? Nous, on est plutôt contents pour le Paris-Caen, mais on ne comprend pas pourquoi on parle du Caen-Cherbourg et pas du Paris-Cherbourg. Voilà. Vous avez raison de poser... Laissez-la terminer. Oui, vas-y. Non, mais allez-y, j'attends votre réponse. Vous avez raison de poser cette question. On a travaillé ici avec une expertise indépendante, un très grand cabinet anglais d'ingénierie ferroviaire, et on a analysé toutes les lignes par segment. Et on s'est rendu compte que sur Paris-Cherbourg, il y avait 3 segments particuliers. Paris-Évreux, Bernay, ça c'est du trafic pendulaire, on va dire du trafic de très grande banlieue. Paris-Caen, ça c'est du trafic TET classique, et avec une très bonne fréquentation. Et puis Cherbourg-Caen, 220 000 visites voyageurs par an, c'est une bonne 220 à peu près personnes dans le train, c'est une bonne, fréquentation, mais ça ne remplit pas un train de 750 personnes. Mais est-ce qu'on ne va pas pénaliser, excusez-moi Philippe Duron, ce qu'on l'entendait tout à l'heure dans le reportage. J'ai pas fini mon propos, Franck Beignet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paris-Cherbourg, si on sait l'optimiser, peut être non pas déficitaire, comme le dit la SNCF, mais largement bénéficiaire. On pense que les recettes pourraient couvrir les dépenses à hauteur de 126%. Et donc pouvoir équilibrer d'autres lignes. C'est important, cela, d'arriver. Parce qu'on a dit qu'on voulait faire des économies sur ces trains. Pas du tout. On veut simplement éviter la faillite de ces trains, qui est en train de se profiler. Alors, certains ne sont pas d'accord avec vous. La proposition dans votre rapport la plus commentée, c'est le transfert de la ligne intercité Caen-Le Mans Tours aux régions traversées, les régions Basse-Normandie, Centre et Pays de Loire. Ça n'est pas du goût, ce rapport du président de la région Basse-Normandie, que vous connaissez bien, Laurent Beauvais, que je vous propose d'écouter. Moi, mon rôle de président de la région bas-normande jusqu'au 31 décembre 2015, c'est de veiller à ce que ce dispositif ferroviaire bas-normand garde sa cohérence. Et le rôle des lignes nationales, les trains d'équilibre du territoire, contribue à cette cohérence à côté des trains dont j'ai la responsabilité. Attention, ce n'est pas aujourd'hui que les régions, alors qu'elles se transforment, alors qu'elles ont peu de ressources, peuvent gérer ce genre d'évolution. Et cette ligne qui est très importante entre Caen et Tours, interrégionale, qui fait se connecter entre plusieurs territoires, a un rôle qu'on doit conserver. Voilà, il n'est pas d'accord avec vous, Laurent Beauvais. D'abord, je le rassure. Vous êtes du même parti, le Parti Socialiste ? Oui, bien sûr, mais moi je suis parlementaire national, j'ai une mission nationale sur ce sujet, et je m'intéresse à l'avenir global des trains d'équilibre du territoire. Ce qu'il dit, c'est pas le moment, au moment où on fait la réunification des deux Normandies, de toucher à des lignes comme ça. Le ministre a dit d'ailleurs que les négociations commenceraient avec les régions qui le souhaitent dès maintenant, avec les autres, après les élections régionales de décembre. Et donc ici, vraisemblablement, les trains d'équilibre du territoire jusqu'à Tours, ils iront jusqu'à Tours au mois de décembre. Mais réfléchissez, Franck Beignet. En moyenne, 7 personnes font l'itinéraire complet par train. 7 personnes par train. Ça veut dire que ça n'est plus... Et ça coûte combien, on sait ? Celui-là, je ne l'ai pas de tête, mais c'est assez considérable. La subvention par billet doit être de 96 €, si mes souvenirs sont bons, de tête. Ça veut dire qu'ici, il est fortement déficitaire. Mais en revanche, il est tout à fait essentiel de pouvoir aller à Alençon, à Argentan, au Mans, et du Mans à Tours. Et ce que nous proposons, ce que je propose, c'est que les clientèles du TET aillent
remplir les TER qui ne sont pas complets, et d'autre part qu'on ait une bonne correspondance au Mans, ce qui veut dire que les 7 personnes qui dans chaque train vont à Tours pourront continuer de le faire. C'est ça l'utilisation intelligente et l'articulation intelligente entre le TGV et le TET, entre le TET et le TER. Alors on entend dire que certains arrêts pourraient être supprimés, certaines gares même. Est-ce qu'on pourra conserver toutes les gares? Alors on entend des élus locaux qui disent après les commerces, les services, ce sont les gares qui vont fermer. On a suivi par exemple cette polémique en gare de C où les élus ont accusé la SNCF de prétexter l'aménagement d'un tunnel sur les voies pour fermer la gare. Il n'y a pour l'instant plus de guichets et les billets sont vendus en ville. Alors ça c'est un dossier très précis qu'on a suivi, c'est en cours de résolution ce problème, mais la fermeture des gares justement locales, des gares rurales, Audrey Campa, c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, de ne pas pouvoir aller quand vous voulez dans des petites villes, des petites gares? Par exemple, sur la ligne Paris-Cherbourg, on a pas mal d'usagers qui prennent le train à à Bayeux ou à Valogne. Ils vont travailler tous les jours sur Paris. Et eux, leur inquiétude, c'est de devoir prendre leur voiture pour venir à Caen parce qu'on leur mettra en place des TER à la place d'Intercité. Et le problème qu'on a aussi sur Caen, c'est qu'au niveau des parkings, on ne pourra pas accueillir tous ces gens qui ne pourront pas prendre le train directement de leur petite gare. Mais qu'est-ce que ça change? Parce que c'est vrai que Philippe Duron disait que ça soit un TET, c'est une question de statut, quelque part, de définition, de mots presque, entre un TET et un TER. Qu'est-ce que vous dites, vous? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas tort. Un TER est moins confortable qu'un Intercité. Ça fait changer de gare pour certaines personnes. Donc il y a quand même pas mal de différences entre un TER et un Intercité. Tout à fait. Mais si vous voulez, le modèle qu'on doit avoir, c'est le plus beau modèle, celui dont rêvent tous les amateurs de train, tous les amateurs de train électriques, c'est le modèle suisse. C'est-à-dire celui qui allie convenablement toutes les offres de train et qui organise les correspondances quai à quai. Alors, c'est pas facile en France, parce que toutes les gares ne s'y prêtent pas. Mais je rassure Audrey, sur Paris-Cherbourg, la SNCF envisageait d'arrêter un certain nombre de dessertes. Il n'y en aura pas. On va garantir toutes les dessertes de Paris à Cherbourg. On augmente sur Paris-Caen et on enlève un train sur Caen-Cherbourg. On enlève un train sur Caen-Cherbourg et on suggère de négocier avec la région pour que, en fait, on articule mieux TET et TER. Alors, peut-on remplacer les trains par les bus également? Une des questions soulevées par votre rapport, ça fait partie également de vos préconisations, d'autant que désormais la loi Macron permet l'exploitation des lignes de bus nationales. Elle autorise ce qu'on appelle le cabotage, c'est-à-dire l'acheminement de passagers au sein de l'Hexagone pour les distances de plus de 100 km. Pour l'instant, 200 km. Le Sénat a dit 200. Alors, voyez ce reportage, justement, on en parle dans un instant, de Margot Manière et Mathieu Groujon. Ces bus blancs, bleus ou vert pomme vont bientôt envahir les routes françaises. Dès l'entrée en vigueur de la loi Macron, toutes les compagnies du monde pourront proposer des liaisons dans l'Hexagone. Une centaine de nouvelles lignes à prix cassé sont prévues. La guerre a déjà commencé. Avec un argument choc, certaines places proposées à 1 €. Une bonne nouvelle pour les usagers qui empruntent aujourd'hui les liaisons internationales. Je prends le bus parce que c'est beaucoup moins cher. Parce que là, j'ai payé 19 € et en train, j'aurais payé 3 fois le prix. Du coup, en tant qu'étudiante, c'est beaucoup plus avantageux. Je vais à Liège et ça m'a coûté 1 € le trajet. On est bien assis, comme dans un bus, en même temps, c'est pas le confort idéal, mais bon, ça va, ça se fait, quoi. Le Britannique est loin d'être le seul à se positionner. Le français Eurolines va bientôt desservir 40 villes, avec des cars qu'il estime aussi confortables que le train. Les cars sont assez spacieux, avec des sièges plutôt confortables. Bien évidemment, aujourd'hui, on parle de trajets assez longs, donc c'est inclinable. Des cars dernier cri, à bord des écrans du Wi-Fi et des prises de courant. Quant au géant allemand Flixbus, il va traverser le Rhin dans les prochaines semaines pour offrir de nombreuses liaisons en France. L'ouverture du marché des autocars, la fin d'un monopole pour la SNCF, qui s'attend à perdre jusqu'à 200 millions € par an, mais elle devrait agrandir son offre idébus dans les prochains mois.
Voilà, les bus vont-ils remplacer les trains? On peut se poser la question quand on voit ce qui se passe à travers cette loi Macron. Un dessin de Chonu, avant de vous laisser la parole. Je crains le pire, Franck. On va recommencer l'histoire du TVR de Caen, et on va mettre des bus sur les voies ferrées. C'est une catastrophe. Surtout pas cette option. Philippe Buron, c'est quelque chose. Oui, oui. Audrey Campin, justement, quand vous voyez ce qui est préconisé dans le rapport de Philippe Buron, et également dans cette loi à Macron qui facilite l'installation de compagnies de bus, compagnies même étrangères, est-ce que vous êtes prête, vous, à prendre le bus plutôt que le train? Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de prendre le train pour aller au travail et 2 heures, c'est déjà assez conséquent comme trajet. Donc si je dois prendre le bus pour aller jusqu'à Paris, ça semble pas logique que le bus arrive pile poil devant la porte de mon employeur. Donc il va falloir que je prenne aussi d'autres transports. Là, ça sera plutôt... va falloir que je déménage sur Paris si je prends le bus. Pourtant, l'avantage, c'est ce qu'on a vu dans le reportage il y a un instant, c'est que c'est moins cher, beaucoup moins cher, oui. Et que les bus sont plus confortables que certains trains intercités que l'on connaît dans la région. Pour l'instant, les trains intercités que je prends, ils sont confortables. C'est juste qu'ils ne sont pas nettoyés. Il n'y a pas d'eau dans les toilettes, comme on disait tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir ce confort de vie, d'arriver chez moi quand même pas trop tard le soir. En prenant le train tous les jours, je ne peux pas me permettre de passer 3 heures sur la route, voire 4 heures sur la route en un seul trajet. Alors, je disais, ça coûte moins cher de faire circuler un bus plutôt qu'un train. 40 € par kilomètre pour un train intercité par voyageur, c'est une moyenne. Ça peut monter jusqu'à 275 € du kilomètre par voyageur. Alors qu'un car, ça coûte bien 10 fois moins cher. 275 € du kilomètre. 275 € par voyageur du voyage ou de la subvention apportée. Alors, 40 € pour un train, 4 € pour un bus. Le choix est vite fait. Oui, mais ce n'est pas le même service. Et Audrey l'a dit, ce n'est pas du tout le même service. Le bus, il peut avoir du sens lorsqu'il n'y a plus suffisamment de voyageurs sur une ligne. Vous savez que 23% des lignes TER, aujourd'hui, sont assumées par des bus, dans des régions à faible densité. Ensuite, le bus, lorsqu'on peut... je dirais, remplacer un train par un bus, un train vide, eh bien, on peut avoir 3 ou 4 bus dans la journée. C'est une meilleure fréquence pour l'usager. Une autre chose sont parce que ça, ce sont des bus SNCF qui font ça. Ce sont des bus financés par les régions ou financés par l'État. Mais une autre chose sont les bus Macron, comme on les appelle aujourd'hui, qui sont que l'on connaît déjà en Allemagne, que l'on connaît au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a 30 millions de voyages par an. Et pourtant, le train continue de progresser de 4 à 6% tous les ans, quand nous, la fréquentation des trains diminue de 3%. Et en Allemagne, on est passé en 4 ans de 2,5 millions à 18 600 000 voyages l'année dernière. Et l'intérêt de cette ouverture est qu'elle permet, d'une part, pour 25% des voyageurs en Allemagne, de faire voyager des gens qui ne voyagent jamais, parce que comme disait la jeune fille, c'est le prix qui baisse et qui offre plus de... C'est le prix qui élargit l'accessibilité. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'automobilistes qui, devant ces prix, abandonnent leur voiture pour prendre le train. Mais c'est vrai aussi que ça vient distraire une partie de la clientèle des trains qui y trouve un avantage comparatif. Mais ce que disent les élus écologistes qui vous ont reproché justement les conclusions dans votre rapport mardi dernier, c'est que mettre 10 bus sur la route, c'est beaucoup plus polluant que de mettre un seul train. C'est pas vrai. D'abord, je signerai qu'il y avait un écologiste dans notre commission, Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat, qui a signé le rapport, qui est en accord avec ce rapport. C'est pas ce que disent les élus écologistes de la région parisienne. Je pense qu'il y a d'autres raisons qui expliquent ça. Mais, les écologistes sont maintenant... Un certain nombre d'entre eux, Pierre Cerne, le vice-président de la région Île-de-France, est maintenant convaincu que le bus a un domaine de pertinence. Et que ici, les bus Euro 6... ont quasiment plus de rejets, et ici sont moins polluants qu'un train thermique qui est à moitié vide. Il faut mieux un bus plein que 60 voitures, ou il faut mieux un bus plein
qu'un train vide, un train thermique vide. Ça veut dire que plutôt que d'aller à la gare, dans quelques temps, on ira à la station de bus, de gare, de Caen, pour se rendre à Argentan ou pour aller d'Évreux à Cerquigny, par exemple, puisque c'est une des lignes qui est citée. Je pense que Caen-Argentan, c'est pas pertinent de prendre le bus. Vous avez un TER qui est excellent et qui n'est pas très cher. Mais en revanche, pour aller à Rennes, quand le train est très long, très pénible, eh bien, par autoroute, vous gagnerez du temps et ça vous coûtera pas très cher. Alors, comment conserver les trains également c'est un point qu'on voulait évoquer. Quand on sait que ces trains sont en concurrence, vous l'avez dit, avec la voiture, c'est 85% des transports qui se font en voiture en France, voilà. Mais qui sont ces trains en concurrence également avec les avions. Vous avez pris l'exemple, durant votre conférence de presse mardi, d'un Bordeaux-Lyon qui coûte 137 €, si on prend le train, en l'occurrence, et qui coûte 96 € si on prend l'avion. Avec un low cost. Avec un avion low cost. 6 heures en train, 1 heure en avion. Voilà. L'avenir, c'est quoi? Audrey Campa, justement. Si je pouvais prendre l'avion et qu'il atterrisse juste sur l'immeuble de mon travail, ça serait impeccable. Mais là, le vrai problème, c'est que sur le plan écologique, l'avion, c'est moins bien. Et il faut améliorer les liaisons ferroviaires. Mais la ligne que je citais, Bordeaux-Lyon, qui est d'ailleurs interrompue aujourd'hui pour travaux, eh bien, c'est une ligne compliquée parce qu'elle traverse tout le Massif central. Donc, vous le comprenez bien, il y a des obstacles topographiques, géographiques, qui pénalisent parfois le train. Mais par ailleurs, quand le train passe en plaine, il est infiniment plus performant que l'avion. Alors, ce que vous dites, c'est que on ne laissera jamais les populations sans solution de transport, mais quand on peut se passer du train, en résumé, on essaie de faire autrement. Non. Notamment des trains intercités. L'idée, c'est pas de se passer du train. L'idée, c'est d'utiliser le train chaque fois qu'il est meilleur que les autres modes. Notamment chaque fois qu'il est meilleur que les autres modes. Notamment quand il va plus vite que la route. Quand il va moins vite que la route, il faut s'interroger. Quand il n'y a pas d'alternative au train, je pense par exemple au Cévenol. Le Cévenol traverse des paysages magnifiques. La route sont des routes départementales, pas commodes et dangereuses. Là, il faut absolument maintenir un train. Le train de nuit Paris-Briançon, c'est une nécessité. On ne peut pas faire passer des cars sur le col du Lautaret en hiver. Il y a là des choses où le train s'impose comme le meilleur des transports. Et puis, enfin, il faut que l'on arrive à faire baisser le coût du train. Ça, c'est une chose d'important. Baisser son coût de revient parce que je vais dire que c'est ce qui le pénalise aussi. Justement, le prix d'un abonnement Paris-Caen par mois, c'est combien? 477, c'est augmenté. 477 € par mois. Oui. L'idéal, ça serait de passer à combien pour vous? 350, ça serait logique. 350, 300. 350, d'accord. Donc la demande est lancée. Ce qui était, il y a quelques années, c'était le cas. On verra si elle est entendue, on verra si le gouvernement entend justement les conclusions de votre rapport. Gouvernement, là, c'est le problème de la SNCF. Et la SNCF doit faire des efforts pour que ses prix, ses coûts n'augmentent pas plus vite que l'inflation, comme c'est le cas actuellement. Alors, on va refermer cette grande page transport. Simplement, 2 questions, Philippe Duron, concernant les élections régionales qui se préparent les 6 et 13 décembre prochains. Vous êtes député socialiste de Caen, ancien maire de Caen, vous avez été président de région jusqu'en 2004. Vous serez dans la campagne des régionales ? Écoutez, j'ai proposé à mon parti d'être candidat pour pousser la liste. Moi, ce qui m'importe, je ne vais pas être, candidat à un poste de conseiller régional. Je l'ai été, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça formidable. Mais aujourd'hui, je termine mon mandat parlementaire jusqu'en 2017. Je m'y consacre complètement. Mais en revanche, je veux bien participer à cette campagne. Moi, j'ai proposé à mes amis de mettre une canaise en tête de liste, parce que je pense qu'il faut que Caen soit fortement défendu. Alors qui ça, dans le cadre. très Et j'ai proposé que ce soit Josette Travers, parce que je pense que c'est une femme de grande qualité, une femme de grande compétence, qui a présidé 2 fois l'université, qui a été rectrice, qui est aussi une femme, j'allais dire, de la société civile. Et c'est important que les citoyens se reconnaissent dans les hommes ou les femmes politiques. Bon, ça n'a pas convaincu mes amis. Je pense que c'est la fédération qui propose justement que ce soit une parlementaire. Une parlementaire. Mais il n'y a pas tellement de noms, Philippe. Nos collègues parlementaires nous disent tous les jours il faut aller vers le mandat unique. Alors, il y a une contradiction, mais bon, on va discuter, on va trouver la solution. Dans les parlementaires, il y a Laurence Dumont, il y a Clotilde Walter, on n'en connaît pas beaucoup d'autres dans le département du Calvados. Donc, le suspense sera bientôt levé. Merci Philippe Duron, merci Audrey Campa d'avoir participé à cette émission. Chenu, un dernier dessin pour finir. Que Philippe Duron soit la nouvelle locomotive du PS, et il en a peut-être besoin. Regardez. Non.
peut-être été dans le passé, mais... C'est à suivre. Merci. En tout cas, merci Philippe Buron, merci Audrey Coppin, merci Chenu. Bon week-end sur la 3 et à très bientôt.